Bonjour. Après avoir vu le phénomène de diffraction des rayons X, dans ce chapitre 4, nous allons voir quelles sont les méthodes d'étude et d'analyse qui utilisent la diffraction des rayons X. Mais avant cela, faisons un petit rappel. Donc, on a vu que dans les solides amorphes, c'est-à-dire les verres en particulier, on a une répartition des atomes qui est aléatoire ou non ordonnée ou non régulière. Il n'y a donc pas de phénomène d'interférence et donc pas de phénomène de diffraction. Et il y a tout simplement de la diffusion cohérente, de la diffusion continue. Par contre, dans les solides cristallisés, dans lesquels il y a une répartition des atomes en réseau périodique, donc où il y a un ordre, une périodicité, etc., eh bien nous avons vu que on avait un phénomène d'interférence constructive. Et ce phénomène d'interférence constructive, donc, c'est ce qu'on appelle la diffraction des rayons X, et qui nous donne, donc, pour ce solide cristallisé, donc, des angles, des raies de diffraction dans certaines directions. Alors, avant d'aborder donc la diffraction, les méthodes de diffraction par les solides, donc, rappelons que les solides donc, existent ou se présentent généralement sous deux formes, soit sous forme de monocristaux, soit sous forme de poutres. Donc un monocristal, c'est ce qu'on avait dit, donc c'est un assemblage de mailles élémentaires suivant un ordre bien défini, comme ceci par exemple, et là on a un ensemble, plusieurs monocristaux, mais qui sont collés les uns sur les autres, mais de manière aléatoire, où il n'y a pas vraiment un ordre. Donc chacun pointe dans une direction donnée. Par contre, dans le cas de la poutre c'est un matériau polycristallin qui est composé de cristallites, comme ceci, mais moins bien cristallisés, donc qui n'ont pas des facettes bien claires, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des cristallites ou des grains, donc qui sont orientés de manière aléatoire et donc isotropes, c'est-à-dire que dans cette poudre, nous allons trouver des mailles qui dans toutes les directions, toutes les dispositions possibles. Alors, lorsque j'envoie un faisceau monochromatique de rayons X sur un solide cristallin, eh bien, il se trouve donc, en particulier sur de la poudre, donc il se trouve toujours certains grains ou certaines mailles qui sont orientées et qui vérifient la relation de Bragg pour un angle θ1, d'autres qui la vérifient pour un angle θ2, d'autres qui la vérifient pour un angle θ3, etc., etc. C'est-à-dire que dans l'ensemble, ce faisceau, il va rencontrer certaines mailles qui vérifient la relation de Bragg pour un angle θ1 et donc on obtient un seul faisceau donc correspondant à θ1, d'autres mailles comme celle-ci par exemple et celle-ci par exemple donc vont diffracter dans un angle avec un angle θ2, celle-là et celle-là et celle-là et celle-là donc vont diffracter dans une autre direction, etc., etc. Donc chaque famille de plans réticulaires, donc chaque grain qui sont orientés de la même manière, donc vont diffracter dans la même direction. Mais dans le cas d'un monocristal, et un monocristal, donc là j'ai pris le cas de NaCl par exemple, donc je schématise NaCl, donc un monocristal, donc c'est une succession de mailles, les unes à côté des autres, dans les trois directions de l'espace. Alors dans le cas d'un monocristal, là j'ai pris l'exemple donc d'un monocristal d'un composé d'un atome de symétrie cubique, mode de réseau P, simple. D'accord. Donc on a plusieurs mailles les unes à côté des autres et j'ai considéré le plan 0, 0, 1 avec l'axe Y c'est l'axe celui-ci, l'axe X c'est celui-là et l'axe Y c'est celui-ci. Donc ce plan 0, 0, 1, lorsque j'envoie un faisceau de rayons X, lorsque ce faisceau arrive en faisant un angle θ1, donc et que la relation de Bragg est vérifiée, eh bien je vais avoir un faisceau diffracté qui fait le même angle θ1 avec le plan 0,01. Et donc je vais avoir un faisceau diffracté dans cette direction. Mais comme j'ai un monocristal, et donc ce plan 0,01, il est équivalent à celui-ci, équivalent à celui-ci, équivalent à celui-ci également.
équivalent à celui-ci, à celui-ci. Donc il y a plusieurs plans 0, 0, 1. Et donc tous ces plans vont tous diffracter dans la même direction. C'est-à-dire, si j'ai n mailles, ben, je vais avoir n faisceaux diffractés. C'est pour cette raison que dans l'expression de l'intensité, ben, il y a ce facteur-là, oméga sur v carré, c'est-à-dire le volume de l'échantillon sur le volume de la maille. Ça nous permet de savoir combien de mailles on a, c'est-à-dire le faisceau que l'on va mesurer, il correspond à combien de plans. Si je connais le nombre de mailles, je connais donc le nombre de plans. C'est le même que le nombre de mailles, et donc je vais avoir que cette intensité est n fois donc ce faisceau diffracté. Ceci est d'une part. Un autre plan donc diffractera dans une autre direction, le plan 1, dans une autre direction, etc., etc. Et donc chaque famille de plans va diffracter dans une direction donnée. Mais comme ici j'ai choisi l'exemple d'un cubique et que A, B et C sont équivalents. Donc si je tourne par rapport à l'axe Y, si je tourne la maille, eh bien ce plan en jaune, ben, il devient, qui ici c'est le plan 1, 0, 0 sur ce schéma, mais si je fais une rotation autour de l'axe Y, eh bien ce plan jaune doit prendre la place du plan marron. Et donc, je vais avoir exactement la même chose. Le plan jaune va diffracter également à θ1 avec un angle θ1. Et tous les plans jaunes, ça va être celui-ci, celui-là, celui-là. Comme tout à l'heure, je vais avoir n plans jaunes qui étaient tout à l'heure, donc 1, 0, 0. Tous vont diffracter dans la même direction. Même chose si je prends l'axe, le plan 0, 1, 0, je vais avoir exactement la même chose. Et donc, dans cette intensité que je vais mesurer, eh bien, j'aurai donc tous les faisceaux diffractés par toutes les mailles, mais, donc c'est ce que je représente par ça, mais également tous les faisceaux diffractés par des plans équivalents. C'est ce qu'on appelle la multiplicité. Et le plan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, et le plan 0, 1, 0, ben ils sont équivalents. Et tous les faisceaux qu'ils diffractent vont être, on va mesurer leur résultante, leur somme. C'est pour ça qu'on met donc petit m, la multiplicité, dans l'expression de l'intensité. Et donc si je connais la multiplicité d'un plan, le nombre de mailles, l'absorption, le coefficient d'absorption de ce cristal, et donc je peux calculer par rapport à θ1, L, θ et P de θ, eh bien, je peux avoir directement le facteur de structure. Et c'est ce qui va me permettre donc de déterminer les positions atomiques. Et donc, les mesures de l'angle de diffraction donc, vont nous donner des 2HKL et les paramètres. Et les mesures de densité, donc, avec l'exploitation mathématique de ces mesures, va nous donner la détermination des paramètres de maille et la détermination de la position de tous les atomes du motif, c'est-à-dire la structure cristalline du composé. Alors, à notre niveau, nous nous limiterons donc rien qu'à la mesure des angles de diffraction θ, c'est-à-dire à la détermination des paramètres. La détermination des structures cristallines, vous la verrez, Inch'Allah, en master. De même, on peut, donc, à l'aide de ces données, donc, identifier un cristal à l'aide d'une banque de données. Et ça, on va le voir dans le chapitre 6. Alors, la méthode générale, ça consiste donc à envoyer un faisceau de rayons X sur la matière et à l'aide d'un moyen de détection, donc de faire un balayage, un scan, et donc de détecter donc ces faisceaux qui sont diffractés. Donc si j'utilise un détecteur, donc je n'ai rien, et puis hop, quand j'arrive au niveau de ce faisceau diffracté, ben, j'ai une raie, ensuite je n'ai rien, et hop, quand j'arrive au niveau de ce faisceau diffracté, j'ai une autre raie. Même chose pour la troisième, etc., etc. Et ça nous donne quelque chose, un spectre de ce genre, c'est-à-dire un fond continu, donc c'est un bruit de fond, c'est des parasites, et des raies qui correspondent à des angles θ bien déterminés, et chacun de ces plans correspond, chacune de ces raies correspond à un plan HKL bien particulier. Alors un exemple, et là on va voir
un petit exemple. Là, c'est juste pour vous montrer que bon, ce n'est pas le montage qui est utilisé, mais c'est juste pour vous montrer donc le rôle d'un détecteur. Eh bien, nous avons donc un faisceau lumineux dans une direction donnée et le détecteur est relié à un millivoltmètre et on voit que lorsqu'on fait bouger le détecteur, alors au début le millivoltmètre n'indique rien et puis hop, quand on arrive là toujours rien, mais quand on arrive à une position donnée, ici, on voit que l'intensité passe par un maximum et puis redescend parce que on a dépassé donc le point dans lequel il y avait donc l'arrêt ou le faisceau de photons. Alors différents moyens sont utilisés pour la détection des faisceaux diffractés. Alors généralement, les diffractomètres disposent donc d'un goniomètre qui permet de mesurer les angles et d'un détecteur compteur de rayons X. Mais on peut utiliser également des films photographiques. Alors maintenant, on peut aborder donc les méthodes utilisées donc par la diffraction des rayons X. Et d'abord la méthode des poutres. Et dans cette méthode des poutres, il y a deux méthodes. La méthode de Bragg-Brentano, qu'on appelle méthode du compteur, et la méthode de Debye-Scherrer. Commençons par la diffractométrie de Bragg-Brentano ou méthode du compteur. Alors dans cette méthode, l'échantillon se présente sous forme d'une plaquette, donc qui peut être solide en plexiglas généralement ou en aluminium, et dans laquelle il y a un petit creux que l'on remplit avec de la poudre et qu'on tasse un peu, et de manière à avoir un niveau plan. Alors l'appareil comprend bien entendu un tube de rayons X relié à un système de refroidissement. Il y a toute une panoplie donc de fentes, etc., donc optiques donc, qui permettent donc d'avoir un fin pinceau, etc., etc. Donc le tube, donc on voit ces faisceaux de rayons X sur l'échantillon. Et celui-ci diffracte et on a ici un détecteur, dans ce cas c'est un détecteur, une caméra CCD qui permet de détecter donc le faisceau qui est diffracté. Et cette caméra peut faire un scan, donc peut donc se déplacer donc suivant un cercle autour de l'échantillon. De même, l'échantillon peut lui aussi donc tourner autour de ce cercle-là. Si on regarde un peu l'optique de base, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, si je la simplifie un peu, on a donc notre appareil de rayons X, donc qui nous donne un faisceau divergent, et on place sur le chemin de ce faisceau donc une fente qui permet donc d'avoir un faisceau donc qu'on appelle fente de divergence, qui va permettre d'avoir un faisceau donc qui est moins divergent, donc avoir plutôt un faisceau, un fin pinceau avec des rayons parallèles. Ce fin pinceau va arriver sur l'échantillon, je reprends le laser, va arriver sur l'échantillon, il va être diffracté et on dispose là encore d'une fente qui permet donc d'avoir, au lieu d'avoir un faisceau divergent, mais d'avoir un faisceau en fin pinceau là encore. Celui-ci donc traverse ensuite un filtre qui permet d'éliminer les radiations K-bêta avant d'entrer dans le détecteur. Alors de manière générale, le filtre qui permet d'obtenir un faisceau monochromatique est soit utilisé donc avant, à la sortie donc du tube, il permet d'absorber toutes les radiations et ne laisser que la radiation K-alpha, soit il est utilisé après. De toute manière, il a le même rôle, donc il détermine, ici il va absorber toutes les radiations donc, issues de la diffraction de l'arrêt K-bêta. Alors dans ce type de méthode, deux possibilités, deux configurations sont possibles. La méthode qu'on appelle la configuration θ-θ, où cette fois-ci on a un échantillon fixe, c'est le tube et le détecteur donc, qui tournent, et donc on se place à chaque fois de manière à ce que l'angle d'incidence et l'angle mesuré par le détecteur sont les mêmes. Comme ça, on cherche donc ces diffractions où elles se trouvent et on fait donc bouger le détecteur donc avec la même vitesse que la vitesse avec laquelle on fait bouger le tube.
Et ça permet donc de déterminer, donc, d'aller chercher donc, les angles de diffraction. Deuxième configuration, c'est la configuration qu'on appelle θ de θ, où cette fois-ci le tube est fixe, c'est l'échantillon et le détecteur qui tournent. L'échantillon tourne avec une certaine vitesse oméga et le détecteur tourne d'une vitesse double de oméga, parce que bon, le détecteur permet de mesurer, il est placé à un angle de θ. On va le voir sur le dessin. C'est pour ça qu'on l'appelle configuration θ de θ. Alors généralement, c'est cette configuration qui est adoptée avec un tube de rayons X fixe. Comme ça évite des problèmes de fuite de radiation, etc. Et ce sont donc l'échantillon et le détecteur qui vont bouger. C'est la configuration θ de θ. Et on aura donc un moteur qui fait tourner l'échantillon et un moteur qui fait tourner le détecteur avec une vitesse double. Donc voilà, donc un faisceau de rayons X qui arrive, donc il est diffracté. Alors, il arrive avec un angle θ avec l'échantillon, il est diffracté avec un angle θ toujours avec l'échantillon, et l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffracté, c'est 2θ. C'est pour ça qu'on dit θ, donc incident θ, 2θ, détecteur placé à 2θ. Et on voit ici donc le détecteur donc relié, donc qui va tourner donc avec une vitesse double autour donc de ce cercle. L'échantillon peut tourner sur lui-même et également tourner autour de ce cercle. Alors les types de détecteurs qui sont utilisés, bon, on utilise un peu les films, mais bon, de nos jours, on ne les utilise plus. Mais ils étaient très utilisés dans les années 80, 70, jusqu'à 90 par là. Les chambres à ionisation, ce sont les plus utilisés. Les détecteurs à localisation d'impulsion, les diodes semi-conductrices, les compteurs à scintillation, et celle qui est très utilisée actuellement, pratiquement tous les appareils nouveaux sont maintenant équipés de détecteurs qui sont des caméras CCD, sensibles aux rayons X. Et la propriété de ces détecteurs, donc ils doivent avoir donc plusieurs propriétés, donc telles que la proportionnalité, c'est-à-dire que le potentiel indiqué doit être proportionnel à l'énergie incidente. Ils doivent également avoir la propriété d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils peuvent discriminer, donc faire la distinction entre des photons qui sont parasites et des pics, c'est-à-dire entre les raies et le fond continu. Et troisième chose, c'est la linéarité, c'est-à-dire que le nombre de coups ou l'intensité qui est mesurée doit être proportionnelle au nombre de photons. Comme ça, on a quelque chose donc de linéaire. Ici, vous avez un compteur qu'on appelle compteur Geiger-Müller qui permet de mesurer des radiations. Donc, c'est une chambre à ionisation. Et cette chambre à ionisation est constituée donc d'une cathode qui fait la paroi de la chambre, d'une anode au milieu donc de cette chambre, d'une anode métallique. Dans cette chambre, il y a un gaz, le xénon, et le tout est fermé par une fenêtre en beryllium. Alors, lorsqu'un photon de rayons X arrive, il va ioniser donc, le gaz, donc on va avoir donc libération d'un électron. Cet électron va créer ce qu'on appelle un courant d'avalanche. Et ce courant donc, va passer à travers un condensateur, il va être amplifié et nous donner donc un signal. Et donc, on aura j'aurai de photons X qui arrivent donc dans la chambre d'ionisation, c'est-à-dire plus l'intensité est grande, et plus j'aurai donc d'électrons à arracher, et donc plus le courant d'avalanche sera grand, et plus l'intensité qui est mesurée est grande. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir ce qu'on appelle la linéarité, donc proportionnalité entre le nombre de photons qui arrivent et l'intensité qui est mesurée. Alors, les mesures de l'angle de diffraction donc, sont faites à l'aide de ce qu'on appelle un goniomètre, donc, qui en fait comporte une partie qui est fixe et graduée,
et une partie qui est mobile à l'intérieur. Et cette partie qui est mobile, elle est reliée au détecteur qui permet donc de faire le scan, de tourner, donc suivant les directions que l'on veut. Et ça permet donc de mesurer les angles de diffraction. Alors, dans la majeure partie des appareils, donc ces angles de diffraction, donc pour respecter donc ces angles de diffraction, donc le scan est fait de telle sorte à ce que le détecteur avance pas à pas, c'est-à-dire pas de manière continue, mais par petits pas. Et ces petits pas de 0,1 degré, de 0,01 degré par seconde, par 10 secondes, etc. On impose donc la vitesse donc, du détecteur de manière donc, à avoir à pouvoir donc mesurer et détecter toutes les raies, même les raies qui ont une faible intensité. Voilà, donc là c'est le détecteur donc, qui va faire le cercle, donc décrire un cercle là, et là c'est l'échantillon qui va décrire un petit cercle. Les deux tournent, l'un avec une vitesse oméga, l'autre avec une vitesse de oméga. Alors une fois ces données donc collectées par le détecteur, bon, elles vont être dirigées soit vers un enregistreur, donc qui permet donc d'imprimer sur papier donc diffractogramme, donc là vous avez donc un ancien modèle donc d'appareil de rayons X, donc avec donc un enregistreur donc qui donne donc des spectres enregistrés sur papier millimétré et qui ont cette allure là, donc où on voit bien les règles avec un stylet donc qui permet de dessiner. Donc on a donc les raies avec le fond continu, et en abscisse on a les divisions du pas du moteur, généralement cette division en dixième de degré. Là, je crois qu'on a 1 degré, c'est 2 cm. Et ça permet donc de mesurer avec précision le maximum de l'arrêt et de savoir quelle est la valeur de θ pour cet angle de diffraction. Soit alors, donc, ces données donc, sont dirigées vers un ordinateur et qui sont traitées par ces ordinateurs par des logiciels donc, plusieurs divers et multiples, donc, et qui permettent le stockage de ces spectres, leur comparaison avec les bases de données, même de chercher à quoi correspondent ces spectres, etc., etc. Et là, vous avez un exemple donc, de spectre, donc, avec en noir donc, le spectre réel, et en rouge le spectre donc, qui existe dans la base de données. On voit bien que les deux spectres collent parfaitement, donc il s'agit bien de composés donc, étudiés. Alors, une remarque très importante donc, qui ne figure pas donc, dans votre polycope, mais dont il va falloir tenir compte et faire attention à bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, comme on a dit, si on analyse un diffractogramme de rayons X d'une phase cristalline pure, on a deux paramètres qui sont l'angle θ et l'intensité I. Les angles de diffraction θ donc, nous donnent le D2HKL, lui-même nous permet d'avoir les paramètres A, B, C, alpha, bêta, gamma en fonction des indices HKL. Or, ce D2HKL est également fonction des rayons des atomes ou des ions. Par exemple, dans le cas de NaCl, qui est un cubique à face centrée, nous avons la relation A égale 2 R plus R-. Et donc A dépend des rayons des ions ou des atomes. Même chose, donc D va dépendre également des rayons, et donc θ va dépendre finalement des rayons ioniques ou des rayons covalents ou des rayons métalliques. D'accord. Donc les paramètres cristallins dépendent de la nature des atomes et des liaisons chimiques. Le deuxième paramètre que l'on mesure, c'est l'intensité de diffraction. Et bien, cette intensité de diffraction dépend des positions atomiques, mais aussi, donc X, Y, Z, mais aussi du facteur de diffusion, c'est-à-dire dépend des atomes constituant la matière. Même chose, donc il dépend également du coefficient d'absorption qui dépend des éléments constituant le composé. Et donc finalement, puisque les angles θ dépendent
dépendent des éléments et les intensités dépendent des éléments également. Par conséquent, chaque atome ou chaque composé possède un spectre de diffraction X qui lui est propre, même s'il a le même type de structure cristallographique qu'un autre atome ou composé. Donc chaque atome a un spectre individuel propre, comme une empreinte digitale. Même s'il ressemble à un autre composé, il a la structure cristallographique identique, il va avoir le même spectre, un spectre différent, pardon. On parle alors de signature de phase. Chaque composé a sa signature de phase, a sa carte d'identité. Et ça, on va le voir en détail dans le chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe alors quand il s'agit d'un mélange de phases? Alors, lorsque j'ai un mélange de phases, bien le spectre de diffraction des rayons X d'un mélange, c'est la superposition des spectres individuels de chaque phase. Et les angles de θ sont les mêmes que sur les spectres individuels, mais l'intensité est différente. Donc, on va avoir la superposition, donc chaque spectre chaque ray va prendre sa place, mais les intensités peuvent changer. Pourquoi? Eh bien, dans l'expression de l'intensité, il y a un facteur oméga, qui est le volume de l'échantillon. Et donc la phase qui est majoritaire, donc, va avoir une intensité qui est supérieure à celle qui est minoritaire. Par conséquent, si on a la superposition des spectres, eh bien l'ordre des raies dans le spectre individuel ne sera plus le même dans le mélange. Donc si par exemple pour un composé j'avais une raie à 20 degrés et la première raie à 20 degrés, dans le mélange, elle sera toujours à 20 degrés, mais je vais avoir une ou deux ou plusieurs raies avant, mais qui appartiennent à un autre composé. Donc l'ordre n'est plus le même. Et pareil pour D1 sur DI. Donc lorsqu'il va s'agir d'un mélange, il va falloir raisonner autrement. Et là, nous avons le spectre d'un mélange d'argile. Donc ça, c'est le spectre du mélange. On va différents traits. Et on voit ici donc, les spectres individuels de plusieurs argiles. Le mica, la kaolinite, la chlorite ou la smectite. On voit que finalement, ce mélange, c'est un mélange de ces quatre phases, avec des intensités qui ne sont pas les mêmes par rapport au spectre individuel. Voilà. Alors avant de finir, il existe un autre type de diffractomètre, c'est ce qu'on appelle des diffractomètres à détection spatiale. Alors comment ça se passe? Eh bien, au lieu d'avoir un seul détecteur, mobile, on a un détecteur qui est fixe. On a plusieurs détecteurs, les uns collés aux autres, et qui font un arc de cercle autour de l'échantillon. Cet arc de cercle fait généralement 0 à 120 degrés. Bien, on envoie le faisceau de rayons X et tous les faisceaux qui sont diffractés vont être mesurés ou détectés en même temps. C'est ce qu'on dit une mesure en temps réel, c'est-à-dire chaque ray qui diffracte va être donc mesuré, collecté, détecté en même temps que les autres. Et donc ça nous donne la même chose, mais ça permet dans ce cas de gagner un temps précieux pour l'acquisition des données. Là, c'est une autre photo qui montre le même appareil que l'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle un passeur d'échantillons, où on peut passer plusieurs échantillons, l'un à la suite de l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention.